Monsieur, encore une fois, bonjour. J'espère que vous portez très bien. Le sujet que nous allons donc aborder, disons que c'est deux sujets et pratiquement qu'on peut regrouper en un seul sujet. C'est donc les terres en Côte d'Ivoire et surtout l'ivoirophobie. Il y a eu donc un débat houleux sur la chaîne NCI, cette chaîne qui ces derniers temps s'est fait donc remarquer par sa politique euh, anti, voilà, Monsieur Thiam, où des invités sont arrivés et pratiquement passé tout le temps à tirer à boulet rouge sur Monsieur Thiam. Tirer à boulet rouge sur Monsieur Thiam n'est pas la chose la plus importante ici. Nous sommes, après tout, en campagne électorale, en année électorale, c'est tout à fait normal. Mais quand cela devient des attaques systématiques, des mensonges, des calomnies, des invectives et des injures, c'est là où il y a un problème. Ce débat donc a eu lieu, c'était un débat houleux sur la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Le cas de M. Comé, pour moi, qui est une bombe sociale. Le débat sur la sécurisation donc, foncière en Côte d'Ivoire continue de susciter donc de nombreuses réactions. Alors que plusieurs litiges fonciers émergent et que les citoyens expriment leur détresse, des cas donc emblématiques tels que celui de M. Kome Bakari et du village de Bawakwa soulèvent donc des interrogations profondes sur la gestion donc du ministère de la Construction et ses implications. Le cas typique de M. Kone, un traitement de faveur suspect. Selon donc plusieurs sources, M. Kome aurait bénéficié donc d'un traitement exceptionnel donc dans l'attribution donc de ces terres au détriment de fonctionnaires ivoiriens ou qui se trouvent donc dépossédés. Ce favoritisme apparaît donc apparent, alimente donc la frustration et l'indignation notamment auprès de la diaspora qui voit donc dans ces pratiques une menace pour ces investissements fonciers. L'un de ces intervenants a révélé donc des preuves attestant que les actes de faux avaient été donc signalés sur des ACD attribués à M. Kone Bakari, je pense, et que donc la déclaration nominale avait été jugée à force. Pourtant, contrairement donc aux procédures annoncées par le ministère, ces titres n'ont pas été donc annulés. Donc vous voyez que c'est un débat qui suscite beaucoup d'interrogations. Et quand nous arrivons en cela, on se pose la question, quelle est donc la véritable identité de M. Kome Bakari? Autre donc la question favoritisme et un autre sujet alimente donc la polémique. La véritable nationalité de M. Kome, tantôt présenté comme né à Bobo Abidjan, en Côte d'Ivoire, et tantôt né au Mali. Son identité officielle suscite des doutes et pose donc un problème majeur donc dans un pays où la question de la nationalité est de plus en plus sensible. Ces cas de nationalité caméléon où une même personne peut apparaître sous différentes origines en fonction des circonstances alimente un sentiment de ras-le-bol chez de nombreux Ivoiriens qui se montrent de plus en plus conservateurs et patriotes. Cette montée du nationalisme économique et social s'explique par donc de nombreux abus observés dans l'attribution donc des terres et des marchés publics où les non-ivoiriens parviennent à s'approprier donc des biens au détriment donc des nationaux. Comme vous voyez donc l'affaire Comé et les tensions foncières je crois que c'est Bamawa, c'est ça, Bawawa, je pense que c'est ça. Hein? Voilà, c'est bien ça. Ne sont pas simples litiges locaux, mais le symbole, le symptôme, j'allais dire, d'un malaise national grandissant. Les Ivoiriens expriment donc un ras-le-bol face aux abus, notamment dans un contexte où la préservation donc des ressources nationales devient donc de plus en plus donc une priorité.
Alors, quand vous quittez un peu ce cas des Comé, moi, j'ai été très, très, très affligé, très affecté par un autre cas aussi emblématique qui a attiré donc mon attention depuis déjà des années. C'est le cas donc de un de nos compatriotes, euh, M. Ibrahim Koné, hein, de la diaspora. J'allais dire sa mésaventure en Côte d'Ivoire. Cela nous a mené donc à parler, donc, si vous voulez, hein, du ministère de la Construction, quand l'injustice, ça devient la règle. On peut parler ici, hein, nous allons demander donc justice pour M. Ibrahim Koné et toutes les victimes d'abus donc, de pouvoir. En Côte d'Ivoire, donc, les abus donc, du ministère de la Construction se multiplient hein, sous le regard complice d'un système gangrené par l'impunité. Aujourd'hui, nous levons donc la voix pour dénoncer un énième scandale, celui de la construction arbitraire des habitations, pour ne pas dire la destruction, permettez-moi l'expression, arbitraire des habitations de M. Ibrahim et Touré, un jeune Ivoirien de la diaspora, spolié de son bien sous prétexte qu'il n'était pas donc du bon côté donc du pouvoir. Cela se passait donc le 26 novembre 2020. Ces appartements situés à la cité Mouroufier hein, ont été rasés, non pas sur décision judiciaire, mais sur ordre d'un individu se réclamant de la présidence. En l'occurrence, M. Angoran s'est présenté comme neveu de M. Bitogo, influent cadre du régime et ami du ministre de la Construction, M. Bruno Koné. Encore une fois, M. Koné. Sans notification, hein, sans jugement et sans aucun document officiel, la maison a été donc détruite en poussière sous la supervision d'une brigade venue exécuter ce qui est apparemment un acte de banditisme d'État. Face à ce crime, aucune véritable réponse judiciaire, seulement un séminaire de justice. Pendant que les coupables continuent donc de jouir de leur impunité, M. Touré a dépensé près donc de plus de 120 millions pour la construction donc de ces biens, de ces 8 studios, comme il appelle, les studios américains. Que propose donc la justice ivoirienne en guise donc de réparation? Un remboursement dérisoire de 5 millions qui est équivalent au prix du terrain, soit 5% de la somme investie. Une insulte, une provocation, une preuve que le citoyen ordinaire n'a aucun droit face aux abus des puissants. Combien d'Ivoiriens ont vu donc leurs terres confisquées, leurs maisons démolies, leur investissement ruiné par la voracité donc de quelques privilégiés hein, du régime? Le ministère de la Construction, qui devrait être garant du respect donc, des droits et procédures, est aujourd'hui donc un instrument voilà, de prédation aux mains donc d'un clan, je dirais mafieux, qui n'hésite pas donc à utiliser donc la force publique pour servir donc ses intérêts. Pas de justice ou seulement un semblant donc de justice. Ce ministère est devenu donc une machine à broyer les plus faibles, un réseau où la justice et la stabilité sociale en Côte d'Ivoire sont pratiquement en cause. Le président Ouattara ne peut pas donc fermer les yeux sur ces dérives. L'incompétence notoire de ses collaborateurs, leur mépris donc des lois et leur usage abusif du pouvoir expose chaque jour un peu plus voilà, d'un État à l'arbitraire et à la justice et à l'injustice, cher ami. Ces responsabilités censées garantir, ces responsables, cher ami, hein, censés donc garantir l'équité et la justice, sont donc transformés en prédateurs exploitant leur lien avec donc le pouvoir pour piller, spolier et écraser les citoyens. Leur incapacité donc à gérer avec rigueur et l'impartialité et impartialité donc les affaires publiques fait peser donc une menace grave sur la confiance des citoyens et de la diaspora, et surtout de la diaspora. Ce n'est pas seulement donc un homme qu'on a dépossédé, mais une nation tout entière qu'on méprise
et qu'on sacrifie sur l'autel de l'impunité et du favoritisme. En ces états, nous exigeons donc que la justice, une réparation immédiate pour M. Ibrahim Touré et plusieurs donc victimes. Vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où l'Ivoirien de plus en plus se sent un peu étranger chez lui. Et quand je le dis, vous savez, c'est très difficile d'engager donc ces gens donc, de débat. Alors, nous nous posons la question, comment M. Kome Ibrahima connaît Bakary, hein, est-il devenu aussi influent? Enfin, je l'ai vu, monsieur, hein, apparemment, un monsieur qui a l'air très simple, voilà, qui doit avoir pratiquement 30 et 40 ans. Comme vous voyez, son impression, il n'effraie personne. Mais comment ce monsieur aussi a aussi de l'influence? Est-ce qu'on peut dire monsieur Kome Bakary, un homme influent ou un simple exécutant? La question sur les, hein, donc de l'influence de monsieur Kome Bakary dans l'administration ivoirienne et au sein donc, du gouvernement suscite donc de plus en plus d'interrogations. Présenté comme né en Côte d'Ivoire, tantôt au Mali, hein, cet homme, dont le nom est régulièrement cité donc, dans les affaires foncières, semble jouir d'un certain traitement de faveur, notamment dans l'attribution donc, des terres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme protégé par des réseaux puissants? Le cas de M. Kome Bakary met donc en lumière donc, une réalité troublante. Comment un individu dont la nationalité est floue peut-il obtenir donc des ACD aussi facilement et aussi rapidement au détriment de nombreux citoyens ivoiriens? Plusieurs sources évoquent la complicité au sein de l'administration et du gouvernement permettant à cet homme d'agir en toute impunité, agir pour le compte ou est-il donc le bras armé d'un réseau influent? Certaines accusations suggèrent que M. Kone Bakary serait donc couvert par donc, des personnalités haut placées, ce qui expliquerait la rapidité suspecte avec laquelle les dossiers sont traités, de l'absence de sanctions malgré la reconnaissance officielle de faux documents étroits, le maintien donc de ces ACD, alors que donc des décisions de justice ont révélé donc des irrégularités. L'un des éléments donc les plus troublants reste le silence des autorités face aux nombreuses plaintes et aux preuves donc présentées par donc, les victimes. Cette absence donc, de réaction nourrit donc l'idée que M. Kome Bakary n'agit pas seul, mais qu'il bénéficiait donc de la protection solide au sommet de l'État. Le fait que donc, des fonctionnaires ivoiriens aient été dépossédés donc, de leur terrain au profit de M. Kome Bakary soulève une question inquiétante. Cet homme est-il en train d'étendre son influence dans l'administration pour garantir la pérennité de ses opérations financières? Si tel est le cas, cela représente donc un danger pour l'intégrité de l'État et pourrait donc renforcer le sentiment des citoyens envers donc les institutions publiques. La question qui reste en suspens, M. Kome agit-il sous son propre compte, pour ne pas dire son propre compte, pour son propre compte, ou est-il l'exécutant donc des réseaux puissants au sein du gouvernement et de l'administration? Si la seconde hypothèse se confirme, cela signifiera que le problème dépasse largement le cadre d'un simple litige foncier et pourrait relever donc d'un système de corruption et de favoritisme plus large. Les autorités ivoiriennes ont désormais donc le devoir d'éclaircir cette affaire sous peine de voir s'effriter encore davantage le sentiment donc des citoyens envers l'État et les institutions. Alors, quand vous dépassez un peu tout cela, cher ami, le sentiment
d'ivoirophobie hein, commence à animer. Hein, c'est plus maintenant la xénophobie, mais l'ivoirophobie. On a l'impression que nous sommes en face des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, qui n'aiment pas le fait même qu'on s'appelle Ivoirien ou bien tout ce qui représente la Côte d'Ivoire. Rarement dans un pays au monde, on a vu un peu cela, que l'Ivoirien même, que le national hein, ne se sent plus à l'aise dans son pays. Cela nous amène donc à parler, donc, pour conclure notre billet d'aujourd'hui, hein, on dirait halte à l'ivoirophobie. Il est temps donc de défendre l'intérêt national. Depuis donc, cher ami, à plusieurs décennies, la Côte d'Ivoire est prise dans l'engrenage où l'Ivoirien de souche semble devenir un étranger sur sa propre terre. Cette situation naît donc des abus et des dérives d'un système qui privilégie les intérêts extérieurs au détriment du peuple ivoirien doit être dénoncée avec force et clarité. Le constat est amer. Une Côte d'Ivoire qui échappe aux Ivoiriens. En 2010, lors des élections présidentielles, le candidat Laurent Gbagbo dénonçait donc l'ingérence étrangère dans le choix donc, du président ivoirien, déclarant que M. Ouattara était donc le candidat de l'étranger. Beaucoup ont très vite conclu que M. Laurent Gbagbo était xénophobe, qui n'aimait pas X, n'aimait pas Y. Ces propos furent alors balayés donc, de revers donc, de main et qualifiés donc, de discours xénophobes. Aujourd'hui, 15 années après la gouvernance du RHTP, pour ne pas dire RDR devenir RHTP, le bilan est implacable, un peu délaissé. L'Ivoirien souffre donc d'un sentiment d'abandon face à une politique économique qui favorise pas donc des champions nationaux. Une grande entreprise étrangère domine donc le paysage politique et économique, tandis que les entrepreneurs locaux peinent à émerger. Vous avez vu donc des statistiques qui disaient à peu près au moins 100 000 Libanais contrôlent à peu près dans de 80% de l'économie ivoirienne. 100 000 Ivoiriens sur 27, 28, 29 millions qui contrôlent à peu près 70 à 80% de l'économie. Deux, l'exode massif donc des richesses au fuit donc des capitaux vers l'étranger est devenu donc monnaie courante, privant donc le pays d'investissements utiles pour son développement. Récemment, nous avons vu des accusations d'Africa Intelligence qui a indexé des membres du gouvernement, à savoir le frère de monsieur Ouattara, le ministre de la Défense, monsieur Brahima, voilà, Brahima, Ouattara, monsieur Amédée Kouakou et autres, voilà, jouer à ce jeu. Ensuite, vous avez donc une fraude massive sur la nationalité. L'octroi abusif de la nationalité ivoirienne à des non-ivoiriens sans aucun respect donc des lois constitue donc une véritable fraude sur l'identité nationale à l'échelle industrielle. Et pour finir, donc l'absence donc des débats sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Toute tentative de discussion sur l'amélioration donc des conditions donc de vie des Ivoiriens est immédiatement réprimée et tournée en dérision. Ce qui amène un Ivoirien à se dire, est-ce que l'Ivoirien est toujours aujourd'hui étranger chez lui? Refuser donc de discuter donc de l'occupation donc illégale donc des terres ivoiriennes par des non-ivoiriens, ou s'interroger sur la présence massive des non-ivoiriens dans nos administrations, c'est nier donc une réalité qui devient aujourd'hui plus préoccupante. Le peuple ivoirien, connu pour être donc l'un des, pour ne pas dire le plus accueillant d'Afrique et au monde, est désormais contraint à adopter donc une posture de repli face à une menace rampante d'effacement identitaire. Les événements récents à travers donc, le monde doivent alerter donc des gens. Le succès de M. Donald Trump aux États-Unis, la montée du Rassemblement national en France ou encore celle donc, des partis nationalistes en Allemagne ne sont pas un fait de hasard. Ces phénomènes traduisent un besoin pressant donc, des peuples de se recentrer, j'allais dire, sur eux-mêmes et de défendre leurs intérêts face
a eu une mondialisation hein, prédatrice. Pendant ce temps, les pays de l'AES, qu'on appelle l'Alliance des États donc, du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger, montent donc la voie en adoptant donc des politiques de protection de leurs citoyens. Ils ont récemment donc interdit la cession donc des terres aux étrangers, affirmant ainsi leur souveraineté et la priorité donc à leurs ressortissants. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourrait pas donc s'inspirer de ces mesures courageuses pour protéger son peuple et son patrimoine? Je vous signale qu'aujourd'hui, hein, dans les tests ivoiriens, au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, les étrangers ne doivent pas du tout préparer ou bien acheter donc des terres rurales. Mais cela, est-ce que cela est vraiment appliqué sur le terrain? Gros point d'interrogation. Le signal donc des coups d'État, le rejet donc des dirigeants. L'Afrique donc envoie donc un message clair. Les coups d'État se multiplient hein, car donc les peuples ne veulent plus hein, donc des dirigeants mal élus qui manipulent les conditions pour s'éterniser au pouvoir. Ces dirigeants du régime, loin d'être de simples ces changements de régime, chers amis, hein, loin donc d'être des simples renversements de militaires, sont devenus donc un symbole d'alternance dans ces pays où les élections sont de plus en plus une mascarade. Les dirigeants, ceux qui refusent d'entendre la colère des peuples, finiront toujours par en subir des conséquences. Il est temps que la Côte d'Ivoire prenne conscience de cette dynamique et s'engage à un véritable débat sur sa gouvernance, sa souveraineté et l'avenir de ses fils et filles. Tout d'abord, l'Ivoirien doit être la priorité en Côte d'Ivoire. Il est devenu donc au courant donc, des traités hein, d'ivoirité dès lors que l'on aborde les préoccupations légitimes des Ivoiriens. Cette expression galvaudée et instrumentalisée par M. Ouattara et ses soutiens, souvent, donc, vous allez dire, donc, des fraudeurs sur la nationalité, vise à museler tout débat sur les intérêts nationaux. Chers compatriotes, le temps, j'allais dire qu'il est temps donc d'engager le vrai débat sur l'avenir hein, donc de notre nation, sans haine, sans xénophobie, avec une lucidité et une fermeté. Comment rendre l'Ivoirien plus autonome? Comment forger hein, un patriotisme économique et culturel fort? Comment restaurer la souveraineté nationale? Voilà donc des vraies questions que nous devons donc nous poser. Nous disons non à l'ivoirophobie, oui à une Côte d'Ivoire qui protège et favorise, pour ne pas dire valorise encore, les fils et les filles. C'était donc mon billet, Jacques Roger, le conservateur. Je dirais encore, bring the Ivorian dream back again. Merci beaucoup.